Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans le cinéma Les 7 Parnassiens, l'un des cinémas les plus mythiques parisiens. Ils m'ont ouvert leurs portes pour vous présenter ma nouvelle série autour du cinéma français. Dans cette nouvelle série, je vais recevoir tous les réalisateurs français, mais attention, uniquement les réalisateurs de cinéma. Amis cinéphiles, je vous souhaite une bonne séance. Soit dit en passant, c'est pas son meilleur film. Mes parents n'avaient pas de moyens, ils travaillaient beaucoup. Je voudrais adapter ce livre au cinéma. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes gore, de violence. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, j'aurais pu y passer. Vous parliez de Depardieu tout à l'heure, mais ça a surtout dérangé mon producteur. Non, je garde pas un souvenir formidable de la comédie française. Pourquoi ? Je me suis pas senti très bien dans cette maison, mais on ne le voit pas. Un cinéphile a l'impression que la vie n'a aucun intérêt si elle ne ressemble pas à un film. Il est prêt à sacrifier la réalité pour un beau plan ou une réplique brillante. La vie de Richard Berry est un lent plan séquence qui commence le 31 juillet 1950. Ses deux yeux sont depuis deux caméras qui enregistrent tout ce qui lui arrive sans aucun montage. Il a trouvé chez les grands classiques les mots pour exprimer ce qu'il pensait, lui, le petit gamin des rues. Aujourd'hui, il est lui-même devenu un classique et c'est pour ça que nous allons l'écouter, l'interroger et boire ses paroles. Richard Berry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous faites assez discret. C'était quand la dernière interview que vous avez faite? Voilà. Je sais pas, ça fait 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais. Vous êtes né dans la rue, vous avez grandi dans la rue, d'abord à Maison-Alfort et ensuite à Strasbourg-Saint-Denis. Pourquoi vous n'aimiez pas votre enfance? Ah, moi j'aime bien mon enfance, mais c'est une enfance, disons, assez précaire. On n'avait pas de moyens, mes parents n'avaient pas de moyens, ils travaillaient beaucoup. Voilà, j'ai connu des conditions de vie qui d'ailleurs étaient par ailleurs formidables, parce que j'avais beaucoup d'amour, mais des parents qui partaient beaucoup, qui étaient très peu à la maison, beaucoup en nourrice, et puis voilà, pas de moyens. Quand je vois le confort aujourd'hui de certaines personnes, je me dis qu'ils ont beaucoup de chance, ne serait-ce que par exemple d'avoir l'eau chaude. Nous, on n'avait pas l'eau chaude, des choses comme ça, quoi, vous voyez. C'était... donc j'ai beaucoup aimé mon enfance, mais les conditions n'étaient pas idéales, quoi. Oui, vous n'avez pas grandi dans la bourgeoisie. Ah, loin de là, oui. Vous entrez à Jean-Sante-Sailly, vous voyez des jeunes qui s'habillent chez Renoma. Ils ont des voitures de luxe, vous avez un Solex, d'autres ont des Rolex. Vous avez à ce moment-là la rage de réussir car vous n'aviez pas de fric. Ouais. Et encore, le Solex, c'était déjà du luxe. Parce qu'au départ, moi, j'étais en métro. Ok. Et qu'à un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, mes parents ont réussi à m'acheter un Solex, ce qui était déjà pour moi un luxe extraordinaire. Vous avez dû être très content. Oui, très. Sauf que j'y allais en culotte courte. Vous l'avez saigné, Encore. ce Solex. Alors, à 17 ans, vous rentrez dans une troupe de théâtre amateur, vous produisez dans des mairies. Enfin, vous pouvez montrer vraiment qui vous êtes. Vous avez tourné chez Élie Chouraki et chez Claude Lelouch. Est-ce que c'est pas les deux grands cinéastes lyriques, alors que dans les années 80, le cinéma était davantage ironique? Oh non, je dirais pas ça. Non, parce que j'ai tourné quand même avec des metteurs en scène formidables, comme Jacques Demy, comme Henri Verneuil. J'ai quand même eu la chance d'avoir de rencontrer des grands metteurs en scène d'une certaine époque, mais aussi par ailleurs des metteurs en scène comme Bob Swaim, qui ont fait des films qui étaient très très modernes pour l'époque, hein. La Balance, par exemple, dans la façon dont c'était réalisé. Donc non, j'ai eu la chance d'avoir quand même affaire à des cinéastes de milieux ou de genres très différents. Par exemple Bernard Favre, avec qui j'ai fait La Trace, et un autre film qui s'appelait L'entraînement du champion avant la course. C'était un metteur en scène un cinéma d'auteur assez fort. Donc moi j'ai été dans des genres très différents et j'en suis très content. Et effectivement, Chouraki, ça a été mon premier film. Et ça s'est passé comment avec Chouraki? C'est super, Ouais. formidable. C'était son premier film aussi d'ailleurs. Mais Lelouch, j'ai tourné, oui, une espèce de remake d'un homme et une femme. C'était pas son truc le plus réussi, franchement, soit dit en passant.
c'est pas son meilleur film. Enfin, d'ailleurs, c'est pas mon meilleur film non plus. Votre premier professeur de théâtre, c'est Jean-Laurent Cochet. Comment vous expliquez que toutes les plus grandes stars viennent de ce cours alors que c'était un cours, c'était pas un cours énorme? Quelle était la technique de Jean-Laurent Cochet pour fabriquer des stars? Mais il fabriquait pas des stars, justement. Jean-Laurent Cochet, Il sélectionnait bien. non, pas du tout. C'est que il y a, par un hasard formidable, mais en tous les cas, il y a pas mal d'acteurs qui sont arrivés chez lui, que j'ai, moi, en tout cas, que j'ai rencontrés même à cette époque, comme des amis qui sont toujours des amis, comme Daniel Auteuil ou Fabrice Lucchini, par exemple. Mais ce qui vous enseignait, Jean-Laurent Cochet, c'était des bases techniques qu'aujourd'hui on n'enseigne quasiment plus du tout. Et avec Depardieu, par exemple, vous parliez de Depardieu tout à l'heure, mais C'est mon acteur préféré. Comment? C'est mon acteur préféré. Ah, d'accord, super. Mais Depardieu a commencé chez Jean-Laurent Cochet également. Et donc, il vous donnait des bases techniques qui vous permettaient après de jouer la comédie et peut-être éventuellement de devenir, comme vous dites, une star. Mais au départ, l'idée, ce n'est pas de devenir une star, c'est de devenir un bon acteur. Et pour devenir un bon acteur, il faut avoir des moyens techniques qu'on n'apprend plus aujourd'hui, je trouve. Et à cette époque, il fallait passer par ce cours pour devenir ah non, pas du un tout. grand acteur? Ah non, pas du tout. Non, pas forcément. Non, pas spécialement. Il y avait un autre cours qui s'appelait Florent à l'époque. Mais est-ce qu'il faut faire vraiment des cours pour être un grand acteur? Bah regardez, Delon, il a contredit ça, il n'avait pas fait de cours. Non, moi je pense pas, il n'y a pas de règle, mais je pense qu'il y a des choses à apprendre. Ouais. Parce que même si Delon n'a pas fait de cours, il n'est pas resté l'acteur d'un seul film. Il avait un certain talent et tout ce qu'il a appris, voilà, il l'a appris sur le tas. Mais c'était un peu quand même inné en lui, le fait d'interpréter. C'était inné en lui, mais en tous les cas, il a appris des choses qui lui ont servi par la suite dans les autres films. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez croisé, des gens dans ce cours qui allaient devenir des stars? Bah oui, je vous dis, j'ai croisé Depardieu. Depardieu, oui, d'ailleurs, Depardieu. Il avait quitté. Je le voyais jouer. Il jouait une pièce qui s'appelait Les Garçons de la bande. Le cours de Jean-Laurent Cochet était dans le théâtre Édouard VII, et lui, il jouait au théâtre. D'ailleurs, une pièce s'appelait Les Garçons de la bande. Donc, je l'ai vu là pour la première fois. Et puis, Lucchini, Isabelle Huppert, que j'ai connue chez Cochet. C'est mon actrice préférée. J'ai connu. Formidable. Oui, Lucchini, on a été quand même plusieurs à fréquenter ce type qui nous a énormément appris. Et d'ailleurs, quand on en parle, en particulier, par exemple, avec Fabrice, on a retenu les mêmes choses. C'est un support qui nous permet, après, d'être beaucoup plus libre et de faire des choses comme acteur qui permet au talent de s'exprimer. Voilà. Ouais. Alors, vous aviez été pensionnaire de la Comédie Française pendant 7 ans, entre 73 et 80. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre jeu d'acteur? Bon, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Non. La Comédie Française, non, je ne garde pas un souvenir formidable de la Comédie Française. Pourquoi? Parce que c'était une époque où il y avait encore un style de jeu, une approche un peu poussiéreuse, vieillotte, des classiques. Il y avait un rapport de force très hiérarchisé, à base de fonctionnariat qui ne me plaisait pas du tout, qui ne convenait pas à ma nature. Je ne me suis pas senti très bien dans cette maison. J'y suis resté 7 ans. Je crois que j'ai passé 7 ans à donner ma démission, quoi. Vous êtes plus dans les dramas. Pardon. Les quoi? Vous êtes plus un peu dans tout ce qui est film dramatique. Ah non, ouais. Pas spécialement. Peut-être plus à l'aise. J'ai fait des comédies aussi. Okay. Non, mais je suis pas. C'est le fonctionnement de cette maison qui me colle pas. Alors, c'est suite à un accident de moto que vous vous mettez à réaliser des films. Pourquoi cet accident de moto vous a donné cette envie de réaliser des films? Alors, en fait, on ne peut pas dire, c'est le déclencheur, c'est le choc. Mais j'avais toujours eu envie de réaliser des films. Je me disais, mais je reportais toujours au lendemain. Je disais, oui, bientôt, je vais pouvoir faire mon film, j'ai envie d'écrire, mais je le ferai plus tard, etc.
Et j'ai eu un accident de moto qui était assez violent, assez grave, quoi. Et quand je suis rentré de l'hôpital, j'étais chez moi, assis dans un canapé, brûlé un peu sur toute une partie du corps, pouvant pas trop bouger. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, j'aurais pu y passer et j'aurais pas réalisé tout ce que j'avais eu, je m'étais rêvé, tout ce que j'avais rêvé de faire. Et en particulier de réaliser un film. Et à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un producteur avec lequel je venais de tourner d'ailleurs un film. Et je venais de lire un livre qui me plaisait beaucoup. Je lui ai dit, voilà, je voudrais adapter ce livre au cinéma. Est-ce que tu veux bien le produire? Il m'a dit oui tout de suite et j'ai commencé comme ça. Voilà. Comme quoi, des fois, c'est un mal pour un bien. Il y a eu 2 films sur l'affaire Ilan Halimi, le vôtre adapté du livre de Morgan Sportes. Le meilleur. Et celui d'Alexandre Arcadi. Vous aviez joué dans les films d'Alexandre Arcadi. Est-ce que ça vous a dérangé qu'il fasse un film sur les mêmes sujets? Ça a surtout dérangé mon producteur. C'était Thomas Langman et Alain Goldman. Et oui, nous au départ, on était partis en premier sur le livre de Morgan Sportes. Et en cours de route, on a appris que voilà, Arcadi adaptait un autre livre, celui d'Émilie Frêche, qui s'appelait 24 jours. Eh bien, à un moment donné, il y a eu oui, il y a un de mes producteurs, c'était Goldman, il a décidé d'arrêter. Et puis, donc, on a perdu un peu de temps. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais tellement emballé par ce sujet, par ce film, et par le livre de Morgan Sportes, que j'ai réussi à le convaincre de reprendre le film. Et pourquoi il avait décidé d'arrêter? Ça, je ne sais pas, je vous conseille de l'interviewer un jour et vous me donnerez la réponse. Il pensait qu'il n'y avait pas la place pour 2 films comme ça, etc. Et je pense que, de toute façon, il y avait 2 approches très différentes. Peut-être que c'est ce que j'ai réussi à lui faire comprendre. Et on a fait donc le film, d'après le livre de Morgan Sportes, qui s'appelait Tout de suite. Expliquez-nous le titre du film Tout de suite. Bah, c'est une génération aussi qui n'accepte pas de laisser le temps ou de donner au temps la possibilité d'acquérir des choses. C'est une génération qui, par l'intermédiaire de la publicité, de la télévision, de la communication, des réseaux, etc., veut absolument tout consommer immédiatement. Donc c'est le tout de suite du bouquin qui fait qu'ils croient, ces gamins, qu'en kidnappant un type, et en particulier un juif, parce que là c'est aussi beaucoup de clichés stupides, ils vont obtenir une rançon et que hop, ils vont devenir riches, quoi. C'est ça le tout de suite. Hein. C'est un manque de réflexion sur l'élaboration. Et pourquoi le film est porté plus sur l'antisémitisme, or que dans le livre, c'est porté plus sur les ravages de cette génération, justement? Ah, je trouve pas. Je trouve que le film, il dégage pas plus la notion. Enfin, d'abord, de toute façon, le livre, il révèle quand même un antisémitisme viscéral. Hein. Je trouve que le livre, il est très clair là-dessus. Et le film relaye ça. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, quand dans le livre, il prend, je ne sais plus combien de pages, c'est un très gros livre, tout de suite, pour rentrer dans les méandres du mécanisme de cette société, de ces jeunes qui élaborent ce coup, ridicule d'ailleurs, parce que c'est tellement bête. Il prend le temps de nous faire comprendre à quel point ces gamins sont structurés par une société idiote, stupide de la consommation. Le film, moi je pense, traduit ça aussi quand même. On n'est pas... Sauf qu'à un moment donné, on dénonce aussi cette forme d'antisémitisme qui considère que un juif est riche, donc on va kidnapper un riche. Sauf que alors qu'il c'est pas faux. Vraiment riche. Non, les juifs ne sont pas riches, c'est des clichés antisémites, si vous voulez. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes gore, de violence. Pourquoi les avoir
pas fait plus suggéré? Alors c'est exactement tout le contraire, moi, je pense, de ce que vous dites. Je pense que... Ah, il n'y a pas assez de scènes gore? Non, je pense que j'ai fait tout le contraire. Il n'y a pas de scène... D'abord, gore, c'est inhérent à des films fantastiques. Ce n'est pas un film Ouais. fantastique. Le mot De est violence. inapproprié. Je pense que vous avez imaginé qu'il y avait des scènes de violence, mais elles ne sont pas montrées, justement. C'est-à-dire que c'est ce que je suscite dans l'esprit du spectateur, c'est tout ce qu'on lui fait, mais on ne le voit pas. Mhm. Donc c'est votre imaginaire qui dit il y a beaucoup de scènes de violence, mais en réalité, c'est vous qui les imaginez parce que moi, je ne les montre pas, les scènes de violence. Alors, il y a cette scène où il fallait faire une photo d'Ilan Halimi ensanglanté. Puis ils se disent pourquoi pas aller dans un magasin de force et attrape pour acheter du faux sang. Mais finalement, il n'y avait plus de faux sang. Donc ils finissent par le torturer. Ouais. Car il y avait pas de faux sang. Et cette scène montre pas que c'est des... Est-ce que ça montre pas justement que c'est des gamins débiles, Ouais. des gens violents? Est-ce que ça montre qu'ils ne sont pas dans le réel, qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité? Ça montre surtout qu'ils sont stupides. Stupides. Parce qu'au départ, dire tiens, viens, on va aller chercher du faux sang, il n'y en a pas. Ils vont même dans la boutique. Il n'y en a pas, il n'y a pas de faux sang. Mhm. Et après, comme il n'y a pas de faux sang, ils n'ont même pas l'idée de mettre du ketchup ou un Est-ce qu'ils truc ne sont comme pas un ça. peu déconnectés de la réalité, du Non, style où ils se rendaient c'est- plus trop compte ça, de ce c'est qu'ils très, faisaient? c'est très, très gentil de dire ça, Ouais. mais ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Quand il s'agit d'aller regarder un match de Oui, c'est foot, clair. dire non, moi je ne peux pas venir le garder parce que j'ai un match à la télé. Ils Oui, sont c'est très vrai, dans la réalité. Non, Ils sont simplement très cons. C'est des crapules, C'est des surtout. crétins. Ouais. C'est des crétins. Parce que pour ne pas penser à mettre du ketchup à la place du faux sang et dire bon, bah, dans ce cas-là, on va le couper, bah, franchement, c'est Ouais. de la stupidité totale, quoi. Bah déjà pour se faire berner ils ont cru que c'était une vraie Rolex, alors que c'était une fausse, c'est que c'était vraiment des cons. Est-ce que l'erreur, pardon, désolée. Est-ce que l'erreur de la police, c'est de ne pas avoir compris que Fofana était fou et qu'on négociait pas avec un fou? Non. Ils ont compris qu'il était très con, donc incohérent. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est, ils l'ont pas compris, ils l'ont compris trop tard, c'est qu'ils avaient affaire à un idiot total. Ils pensaient qu'ils ont surestimé ses capacités intellectuelles. Ils pensaient qu'il était beaucoup plus manipulateur. Ils n'arrivaient pas à le localiser aussi. Ils ne savaient pas où il était, etc. Et ils pensaient qu'ils avaient affaire à un grand bandit Voilà. professionnel, quoi. Voilà. Qui leur échappait, etc. Donc, je pense que, voilà. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment où ils ont surestimé les capacités intellectuelles de ce type, je pense qu'ils n'ont pas imaginé qu'il pouvait être assez con pour faire ce qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire le tuer, finalement, le torturer. Je ne pense pas qu'ils imaginaient qu'il était capable de faire des trucs aussi bêtes que ça. Ok. La police, à un moment, a décidé de couper le contact. Est-ce que c'est l'erreur fatale qui ont conduit Ilan Halimi à la mort? Non, parce que ils ont plusieurs fois, ils lui ont échappé. Ils ont manqué de chance, puisqu'ils arrivaient à le localiser dans les cybercafés où il était. Et à chaque fois, quand ils arrivaient, c'était juste quelques minutes, quelques secondes trop tard. Ils ont manqué de chance, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont manqué aussi, surtout, de... Voilà, je pense qu'à un moment donné, peut-être négocier avec lui, ça aurait été une façon peut-être de le sauver. Mais bon, c'était la volonté du père, c'était la volonté de la mère. Mais voilà, je pense qu'ils avaient envie d'arrêter le type, je ne sais pas, ils avaient envie de le coincer. Ça n'a pas marché une première fois à la place Clichy, ça n'a pas marché Vous jouez plusieurs aussi fois. dans ce film. Oui. D'ailleurs, je trouve que vous n'avez pas trop changé physiquement. Ok. Là où la police pouvait pas gagner, c'est que Fofana était un génie de l'informatique. Oh Et, non, génie, non. Ah ouais? Oh là là, les C'était mots. pas un génie de l'informatique. Non, génie, non. Le gars, C'est-à-dire, il avait toujours une longueur d'avance avec la police. oui, c'est-à-dire qu'il gérait très très bien. Il était quand même très connecté. Voilà, il était connecté, machin, il gérait assez bien. Il inventait
comme des web, des numéros de contact, etc., etc. Voilà, mais Est-ce qu'il passait par le dark web? non, Non. non, non, pas du tout. Non, non. Mais il s'est fait avoir plusieurs fois aussi et il n'était pas un génie, voilà, loin Non, de c'était là. pas un génie. Non, loin de là. Le film préféré des tortionnaires, c'était Scarface. Est-ce que c'est pas bizarre de faire un film sur une histoire criminelle où eux-mêmes étaient inspirés par un film? Non, moi j'avais envie de dénoncer la bêtise, justement, ce qu'on est en train de dire. Ouais. Je ne veux pas minimiser comment dire, la motivation antisémite. Mais je pense que ce qui génère au départ l'antisémitisme et donc la violence, c'est d'abord la bêtise, l'ignorance. Oui, et moi, j'ai envie, je voulais faire ce film pour que les gens qui le voient, et d'ailleurs mes acteurs, à chaque fois, mes acteurs qui étaient issus de ces milieux-là, à chaque fois, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils disaient à chaque fois, mais quelle bande de cons. Ils étaient eux-mêmes, quand ils jouaient le rôle, ils dénonçaient eux-mêmes la connerie des mecs qui avaient fait ça. Donc, et moi, ça, je trouve ça intéressant. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de t'identifier à un con. Tu n'as pas envie, c'est clair. Et moi, je voulais montrer, mettre en scène cette violence, mais à travers la bêtise. De façon à ce que quand tu vois ça, tu dis, moi, je n'ai pas envie d'être ça. Surtout qu'on voit, et c'est pour ça que je termine le film par les peines. J'ai trouvé ça très important. Je me suis beaucoup d'ailleurs battu avec Morgane là-dessus. Morgane, il n'était pas pour ça au départ. Après, je pense qu'il m'a rejoint parce que je pense que c'est la leçon qu'on doit tirer. Mais, tu fais tout ça, mais à l'arrivée, bon, tu prends perpète pour Fofana et entre 18 et 10 ans pour les autres. Voilà le résultat des courses. Lapa est allée en prison. Elle a eu une histoire avec le directeur de la prison, ce qui a fait qu'il a été condamné. Ça a donné un film éperdument avec Adèle Exarchopoulos. Ouais. Cette meuf, c'était clairement le diable. Et maintenant qu'elle est dehors, est-ce que vous avez cherché à la rencontrer? Non. Non. Bah non. J'ai aucune attirance, si vous voulez, aucune envie de la rencontrer. Bon, je veux dire, je pense qu'elle était viscéralement conditionnée quand même presque par le rôle qu'elle a joué dans cette affaire, au point de continuer à le jouer avec ce pauvre directeur de prison. Elle lui a brisé sa vie, quoi. Elle a brisé la vie de 2 mecs, quand même. Ouais. Il y en a un qui est mort, et l'autre qui est, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le directeur de prison, mais à mon avis, il ne doit pas aller très bien. En 2005, là on va parler un peu plus de votre vie. En 2005, vous faites un geste incroyable. Vous donnez un rein à votre sœur. Votre mère, il y a 33 ans, lui a également déjà donné un rein. Ça n'a pas été un peu un compte à rebours très dur à vivre psychologiquement? C'est pas tellement ça qui a été le compte à rebours à ce moment-là. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas ça, c'est pas là qu'est le compte à rebours. Parce que tant qu'elle vit bien avec le rein de ma mère, tout va bien. Le compte à rebours, c'est à partir du moment où le rein s'est mis en rejet chronique, et donc qu'on lui a enlevé ce rein, la seule personne qui pouvait lui donner un rein, c'était moi. Enfin, en tout cas, un donneur vivant, hein, c'était moi. Parce que mon frère n'était pas compatible. Et à partir du moment où on a décidé que j'allais lui donner un rein, c'est entre le moment où tu décides de le faire et le moment où on le fait, là, c'est dur. Et que, en plus, le temps a été démultiplié, parce qu'au départ, ça devait se passer en 6 mois. Et là, ça a duré plus de 2 ans, parce qu'elle a eu un cancer du sein, donc elle a été sous chimio, radio. L'opération a été reportée, donc on a attendu 2 ans. Et si vous voulez, ces 2 ans-là sont très durs, parce que
Moi, je sais que je vais le faire. J'attends qu'elle aille mieux et que les derniers moments, évidemment, là, c'est comme un compte à rebours, quoi. Normalement, ça va plus vite. Là, 2 ans, c'est long. J'ai attendu 2 ans, même un peu plus de 2 ans, avant de faire cette opération. Vous avez le temps d'y penser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, c'est un truc particulier, le don d'organes, parce que avant de donner son rein, le donneur vivant on vous fait passer des tests pour savoir si vous êtes en parfaite santé et si la néphrectomie ne va pas provoquer des séquelles chez vous. Donc il faut que vous soyez vraiment en pleine forme, des radios, des scanners, des poumons, du cœur, des Dopplers, des radios dentaires, etc., etc., de tout. Et à la fin, on vous dit parfaite santé, on peut vous opérer. Ce qui est en général le contraire. En général, on t'opère quand t'es pas bien. Là, on t'opère alors que tu vas bien. Tu dis merde, tout allait bien et maintenant on va m'opérer. Putain, mais c'est horrible. Et c'est là où les derniers jours sont difficiles. Mais après, bon. En tout cas, c'est très beau. Merci de m'avoir accordé cette interview pour le magazine Playboy. Et voilà, ce fut un plaisir. Eh bien, écoutez, merci.